Salut à toutes et à tous, ravi de vous accueillir pour un nouveau numéro de PL Club, l'émission des passionnés de Première Ligue, dont la longévité est plus grande que celle de Liz Truss, ancienne Premier ministre qui n'est resté que 60 jours au pouvoir, mais aussi que Steven Gerrard. Pas d'immunité pour les stars de la Première Ligue, il n'est resté finalement que 1 an à la tête d'Aston Villa. Bonjour Bruno. Bon, ça fait un bail que je suis là. Bonjour Serge. Et puis Jean-François, autre invité sur le plateau, qui a fortement apprécié la victoire de Nottingham Forest face à Liverpool la semaine dernière. Pour la qualité, pas parce que vous êtes supporter de l'un ou l'autre. Un pronostic absolument incroyable. Un malentendu. Parce que j'avais quand même évoqué le fait qu'il serait très très compliqué. Enfin, je ne voyais pas comment Nottingham pouvait battre Liverpool. Comme quoi le football est très très loin d'être une science exacte, puisque malgré l'écart de qualité entre les deux équipes, c'est bien Nottingham qui est sorti vainqueur de ce duel. C'est ce qui fait le charme du football. Et puis Christian, évidemment, représentant de vision du jeu, cheville ouvrière qui nous offre à chaque fois les modèles de jeu qui nous permettent de comprendre cette Première Ligue. Salut Christian. Bonjour messieurs, très content de vous retrouver depuis la Data Room. Voilà, on se retrouve depuis le studio, depuis la Data Room, et on revoit évidemment les 3 plus beaux buts marqués le week-end dernier. C'est parti. Trossard urged to shoot. It's a brilliant goal from Leandro Trossard. They needed a response, Brighton, and they've got one. 2-1. Outstanding! As pure a strike as you will see. Bernardo Silva keeps going. Back out it goes to De Bruyne. Stunning goal from Kevin De Bruyne. City lead 3-1. And they are back in control. Avec ça, on est champion. Outstanding, wonderful, on s'est fait plaisir, Bruno. Ouais, mais j'ai l'impression que c'est pas la première fois qu'on voit des beaux buts de Trossard. Bon, De Bruyne, c'est tous les week-ends. Tielemans nous a déjà habitués, vraiment, dans sa carrière, à marquer des buts d'une vraie splendeur. Mais c'est quand même la première fois que notre top 3 est consacré à des buteurs belges. On ne va pas bouder son plaisir. Je me faisais la réflexion par rapport à Trossard, parce que je lisais encore un article il y a quelques jours. Il est fin de contrat, donc cette année. Et donc, il y a pas mal de clubs qui sont en train de se positionner en Espagne, en Angleterre, etc. Et le fait, justement, qu'il soit décisif comme ça fait monter la cote, évidemment. C'est le bon moment. Et puis, c'est aussi une bonne manière de se montrer avant une échéance qui approche, évidemment, une échéance mondiale. Le bilan de cette 13e journée que l'on va faire avec Christian. 30 buts marqués, 5 victoires à domicile, 3 victoires en déplacement, 2 partages. Voilà pour le bilan de cette 13e journée, Christian. Semaine passée, il n'avait pas joué, il n'avait pas marqué, il est de retour. Il a ajouté 2 buts supplémentaires à son compteur, c'est 17 buts. Je crois qu'il doit être, à mon avis, il doit être tout seul qualifié pour l'Europa League. Je crois qu'il doit être dans le top 8 des attaques de Première Ligue, donc c'est extraordinaire. Et voilà, il y a un but aussi de Kevin De Bruyne cette semaine. Et puis on est toujours au-dessus des 50% au niveau des victoires à domicile, et c'est très bien. Et alors je voudrais ajouter un petit truc avec le QR code, une nouveauté. Si vous voulez voir les meilleurs duos offensifs, avec votre téléphone, vous scannez et vous allez arriver sur la page qui va vous expliquer tout ça. Et voilà, une petite ajoute un supplément interactif de vision du jeu qui vous permet maintenant, avec votre téléphone, le QR code, d'avoir accès à d'autres données qui vous permettent encore de mieux comprendre cette Première Ligue. Je vous propose de plonger dans les rencontres du week-end avec le premier rendez-vous, c'est Leicester-Manchester City, et c'est samedi à 13h30. C'est parti. Leicester, actuellement 17e, puisque les Foxes viennent de sortir de la zone rouge avec 11 points face à Manchester City, qui a repris quelques points sur Arsenal le week-end dernier. Ce Manchester City, deuxième avec 26 points. On va se concentrer évidemment sur la plus belge des équipes de Première Ligue, puisque je vous rappelle qu'il y a 4 joueurs, Tielemans, Castagne, Faes et Praet. Une équipe qui a mal débuté la saison, mais là ça va beaucoup mieux. Il reste sur 3 matchs en défaite, 2 victoires consécutives. Ça va mieux pour Brendan Rodgers, qui était quand même sur la corde raide depuis pas mal de temps. Oui, c'est extraordinaire qu'ils soient encore là, mais ça prouve peut-être qu'on lui fait une totale confiance. Sur les 5 derniers matchs, si on fait un classement fictif, ils sont 5e.
attendez, c'est quand même des références pour respirer mieux. Fameux redressement du côté des Foxes. Oui, on verra certainement Pourquoi l'émission, pourquoi et quelles sont les raisons. Donc je ne vais pas trop anticiper non plus. Je vais constater que le bilan à domicile reste quand même de 3 points sur 18. Donc ça, c'est quand même faiblard. Et puis, j'étais assez étonné de lire aussi une interview de Brendan Rodgers qui était finalement très satisfait de la qualité collective de son équipe. Enfin, je n'étais pas surpris parce qu'évidemment, les 2 victoires sur lesquelles il reste maintenant lui ont fait dire ça, mais qu'il était très content finalement depuis le début de la saison, comme si ils avaient traversé tout ça sans qu'ils s'inquiètent trop. En tout cas, la force collective sera peut-être le seul argument à opposer ce week-end à une équipe qui, intrinsèquement, l'aurait largement supérieure. Ils viennent en tout cas de battre 2 concurrents directs dans la lutte pour le maintien, c'est Leeds et Wolverhampton. Et Christian, on va voir que c'est surtout au niveau de l'aspect et de l'approche défensive que ça a changé du côté de Leicester. Alors on peut parler pratiquement de 2 blocs. On a le bloc jusqu'à la fin septembre où c'était vraiment catastrophique avec 22 buts encaissés sur cette période. Ils étaient les plus mauvais dans ce domaine, rien n'allait. Et puis il y a beaucoup de buts encaissés sur jeu direct, même sur phase arrêtée sans pénalty. C'est des choses quand même qui sont inadmissibles pour pouvoir s'en sortir à ce niveau-là. Et puis il y a cette deuxième partie dans l'infographie suivante où on voit en fait sur ces 5 derniers matchs, exceptionnel retourné au niveau défensif, et c'est pas pour rien que j'ai mis la photo de Wout-Faes parce qu'il participe aussi à cette réussite défensive. Ils n'ont encaissé que 2 buts, 1 but seulement sur reconversion rapide, aucun but sur jeu dominant placé, aucun but sur phase arrêtée, aucun but sur penalty. Et ce qui est intéressant, c'est comme vous le disiez, ils ont joué que contre des concurrents directs. Et donc eux qui étaient habitués à jouer dans le haut du classement, eh bien maintenant ils sont confrontés à jouer cette mini-ligue, cette mini-première ligue dans le bas du classement dans lequel ils doivent être performants. Et pour le moment, sur les 5 derniers matchs, ils l'ont été, à part le petit faux pas, je crois, contre Bournemouth, mais pour le reste, c'est très très bien défensivement. Alors, un mot évidemment sur Wout-Faes. C'est la belle surprise du côté de Leicester. Johnny Evans est blessé, donc il occupe l'axe de la défense avec Daniel Amartey. Il y a des louanges sur lui en Angleterre parce que Leicester est aussi un club qui a réussi à aller chercher des défenseurs centraux cette année saison, Maguire et puis après Wesley Fofana. Ils les ont vendus pour plus de 80 millions. Donc du côté des médias anglais, on dit c'est la nouvelle trouvaille défensive de Leicester. Moi je retiens une phrase de Jean-François quand je lui posais la question sur Wout-Faes, est-ce qu'il va s'imposer en Première Ligue? Il me dit, si Soyuncu a joué en Première Ligue, Wout-Faes va le faire aussi, et apparemment, là vous aviez raison. Et là, Soyuncu est sur le banc, Wout-Faes est sur le terrain. Non, mais alors c'est vrai qu'aujourd'hui, la défense, c'est Castagne, Amartey, Faes, Justin et Soumaré qu'il ne faut pas oublier devant la défense. Le rôle du numéro 6 est capital, évidemment, dans l'équilibre d'une équipe. Je dirais simplement sur Wout-Faes qu'il faut se souvenir quand même de son parcours. Lorsqu'il est à Anderlecht, c'est un des grands espoirs du Sporting d'Anderlecht. Vous savez ce que ça signifie quand on est défenseur et quand on a un espoir à Anderlecht? On est souvent mis en comparaison avec Vincent Kompany et c'est pas facile de supporter ça. Ensuite, on ne lui fait pas confiance au Sporting d'Anderlecht. Il décide d'aller aux Pays-Bas où il va jouer l'entièreté des matchs. Il vient alors à ce moment-là jouer à Ostende, il joue l'entièreté des matchs. Il va à Reims, il joue l'entièreté des matchs. Et il arrive ici dans cette équipe de Leicester. Il rentrait dans l'équipe contre Tottenham. Et là, c'est 6-2. Ça avait mal commencé. Il fait une très bonne première mi-temps, mais la deuxième mi-temps, il passe à travers et c'est pas très bon. Et puis, ils enchaînent Nottingham, Bournemouth, Crystal Palace, Leeds et Wolverhampton. Et donc, je trouve qu'il est dans la continuité de ce que j'ai toujours pensé de lui. C'est pas, on va dire... c'est un joueur extrêmement sérieux. C'est comme ça qu'il faut le définir. Il est sérieux, il est appliqué... Il est athlétiquement, en tout cas, capable de jouer dans cette première ligue. Et puis surtout, il a acquis une expérience parce que ce gars n'a que 23 ans. Oui. Voilà. Mais il a acquis aujourd'hui une expérience au travers de tout ce parcours. Et je vous dis, à un moment donné, moi, il est fiable. Je peux, voilà, exactement. Fiabilité, c'est un bon mot. Parce qu'en fait, partout où il a été, il a joué. Alors, bien sûr qu'on va pouvoir me montrer, oui, mais ça, regarde, il fait peut-être, voilà, il a fait une erreur ci, il a fait une erreur là. Oui, des erreurs, il en fera, comme tous les défenseurs du monde font des erreurs. Après, c'est l'histoire qu'on raconte, et c'est la manière dont on voit les choses qui vont déterminer la vie qu'on va se faire sur quelqu'un. C'est pour ça que, quand la presse anglaise, évidemment, insiste sur son apport, elle insiste sur sa solidité parce que depuis qu'il joue, c'est celui qui a la meilleure moyenne de tacles par match et de duels gagnés. Ça, c'est important pour un défenseur central. J'ai un ami qui central. qui regarde souvent les stats d'après-match.
elles sont exceptionnelles. Depuis son entrée dans l'équipe, ses stats personnelles sont exceptionnelles. Donc voilà, je pense que, alors ça peut surprendre certains, mais quand on a parlé des Diables Rouges et on a cité souvent certains noms avec par-ci par-là, souvent on oubliait Wout Faes dans le lot. Il n'a pas encore joué pour les Diables, il a déjà été avec les Diables plusieurs fois. Mais ici, en passant un palier supplémentaire qu'est le palier de la Première Ligue, il prouve quand même que voilà, il est efficace, donc chapeau. En tout cas, un des joueurs à suivre dans cette rencontre. Et en plus, si Erling Haaland devait jouer, ce serait un duel, à mon avis, intéressant entre deux gros physiques. Le niveau est haut, très très haut. Et je vous dirais, comme la semaine passée, que je ne vois pas bien comment Leicester peut venir à bout. Mais attention, on va se méfier. Soyons un petit peu plus prudents. Bien, évidemment que je suis plus prudent. On ne parle pas encore de City peut-être maintenant, mais ce n'est pas les mêmes stats pour City à l'extérieur que City à domicile. À domicile, c'est un sans faute. Là, il reste quand même sur des partages, sur une défaite. Oui. C'était Liverpool, donc attention. Oui. On va quand même terminer sur Leicester avec le modèle offensif, Christian. Et on l'a souvent dit, pour se maintenir en Première Ligue, il faut notamment pouvoir être performant sur les reconversions rapides. Et c'est la conséquence de la bonne mise en place défensive des dernières semaines. C'est-à-dire que quand on est bien positionné et qu'on peut attendre l'adversaire, on peut se projeter rapidement vers l'avant. Et actuellement, avec 6 reconversions rapides, c'est vraiment une équipe qui performe dans cette ligue. Et il faut continuer avec ça parce que en regardant et en faisant l'analyse, j'ai regardé quand les équipes étaient à égalité, quel était le modèle de jeu de Leicester. Chaque fois que Leicester est à égalité, les seules manières de marquer, c'est la reconversion rapide et la phase arrêtée. Ils sont incapables de faire du jeu dominant. Donc quand ça ne va pas, quand on ne sait pas s'imposer, il faut absolument utiliser les reconversions rapides parce que c'est à la portée de tout le monde. Et on voit quelques exemples justement de ces ballons récupérés, Christian. Oui, et en plus, c'est que sur les 6 reconversions rapides, c'est 6 mauvaises sorties de balles adverses. Donc ça veut dire que c'est une arme aujourd'hui, on le répète chaque semaine, c'est une arme vraiment très importante. Il faut laisser l'adversaire faire la faute et après se projeter. Regardez, il y a 4 joueurs dans le rectangle après avoir récupéré le ballon à 30 mètres du but contre Wolverhampton. Voilà, c'est une interception, une balle dans la profondeur et puis il y a le centre qui vient derrière et il y a 4 joueurs qui étaient, un au centre, un au deuxième poteau et puis 2 joueurs au point de pénalty. Voilà, c'est quelque chose qu'il faut exploiter, ils le font bien pour le moment. La reconversion rapide, c'était déjà le cas avec le Leicester champion en 2016, avec Claudio Ranieri, et on a vu le premier but de Vardy de la saison. Alors 2 choses, c'est très intéressant de voir ces images-là pour bien comprendre quelque chose. Reconversion ne veut pas dire bloc bas. Reconversion veut dire qu'à la récupération du ballon, on va, dans un minimum de temps, se projeter vers le but adverse. On peut le récupérer à 20 mètres du but adverse, ça reste une reconversion. Voir un bloc bas, ça c'est un choix de coach. Bien sûr. Par contre, quand ils sont champions, c'est avec un bloc plus bas. Oui. Et des longs ballons. On avait Mahrez, on avait l'étincelant Vardy. Mais c'était encore différent. Là, c'est vraiment c'est très, très intéressant. Ouais, l'étincelant Vardy qui, quand même, en 18 duels face à Manchester City, a mis 9 buts. Donc, je ne sais pas si ce sera l'élément qui sera sur le terrain ce week-end. Mais les éléments, peut-être, dans la discussion qu'on a, sont là pour peut-être une surprise, sait-on jamais. Effectivement, ce sera intéressant. Dire comme ça maintenant. Bien sûr, on va le dire comme ça. Soyons prudents dans nos pronostics. Christian. Oui, je voulais apporter une nuance à ce que Jean-François disait. C'est là la différence entre la contre-attaque, c'est-à-dire contrer une attaque adverse, et une reconversion rapide. C'est se reconvertir en passant de la perte de balle vers la possession de balle. Voilà, c'était intéressant de le préciser. Autre particularité de cette équipe de Leicester, c'est qu'elle est vraiment efficace lorsqu'il s'agit de tenter sa chance, Christian, hors du rectangle. On l'a vu notamment avec le but de Tielemans le week-end dernier, fantastique. Phase arrêtée, deuxième ballon, il récupère le ballon, il fait une reprise de volée. Voilà, c'est une force exceptionnelle. Madison, les coups francs directs, quand il était à Norwich en deuxième division, il en avait marqué beaucoup. Il est là, il en marque aussi depuis qu'il est là. Il fait partie de ces joueurs comme Ward-Prowse qui peuvent en fait ouvrir le score ou bien récupérer un désavantage. Voilà, on le voit sur l'action. Il y a 7 buts hors rectangle, il y a 5 joueurs différents et ça vient de partout sur toute cette largeur du grand rectangle. Et c'est vraiment une force incroyable qu'il faut utiliser pour pouvoir gagner beaucoup de points sur la saison. Madison, dont on parle aussi beaucoup pour le moment, notamment pour intégrer l'équipe anglaise à la Coupe du Monde. C'est un magnifique joueur, il a été un peu instable par moments, mais quel talent, quel caractère aussi, et puis quelle qualité dans le jeu. Avec un grand Madison, vous pouvez commencer à voir venir.
Ces chiffres et ces stats tordent un petit peu le cou aux expected goals, puisque les expected goals ne sont pas terribles sur les frappes hors rectangle. Ouais. Mais ils nous prouvent ici quand même que quand la frappe part, je dirais, au bon moment et qu'on est appliqué sur le geste. Ici, là, on s'est fait plaisir. On vous a évidemment. repassé encore ce but-là parce que c'est un des plus beaux de la saison. Ça peut apparaître comme étant purement de la chance, sauf que quand on connaît un peu Tielemans, ce n'est pas purement de la chance. Maintenant, soyons clairs, ça peut aussi partir dans la tribune supérieure, évidemment. Et on voit à quel point des équipes comme Leicester, parce qu'ils ont eu Maddison qui n'était pas très bon en début de saison, ils ont eu Barnes avec des contrariétés physiques. Donc on voit vraiment que des équipes comme celle-là, avec un banc plus restreint que les immenses cylindrés de Première Ligue, dès que vous n'avez pas 11 joueurs au même tempo, vous fléchissez. On peut ajouter Tielemans parce qu'il est en fin de contrat, il Bien voulait sûr. partir cet été, Bien donc sûr. il avait peut-être la tête Bien un petit sûr. peu ailleurs aussi. Mais là, ça va mieux, Ça effectivement. va beaucoup mieux. Tielemans va mieux. Faz va bien, visiblement. Oui. Pratt est là. Castagne est titulaire et Castagne Pratt, est titulaire. Et voilà, Pratt Pratt est toujours, monté mais il au rentre jeu, pendant les voilà. rencontres. Donc voilà, on espère voir les 4 Belges sur le terrain. Il y en aura un 5e, évidemment, c'est De Bruyne. D'ailleurs, quand on parle de frappe hors du rectangle, depuis qu'il est arrivé à Manchester City, c'est-à-dire en 2015, c'est celui qui marque le plus hors du rectangle, 24 buts marqués. On l'a vu encore dans les plus beaux buts du week-end. Donc ce sera aussi un joueur à suivre sur les tentatives de loin. Manchester City, c'est vrai qu'on a déjà beaucoup parlé de cette équipe dans cette émission. Vous l'avez dit, en déplacement, c'est pas toujours la fête comme à domicile. Il reste notamment sur 2-0-0 en Ligue des Champions à Ouais. Copenhague et à 5 sur Dortmund. 12, là je parle que de la Première Ligue, 5 sur 12 sur les La 4 défaite à dernières, Liverpool. bien sûr. 9 buts marqués seulement à l'extérieur. Et vous vous dites, sur les 9 buts, c'est 5 marqués par Haaland. Donc, il a intérêt à jouer, parce Ouais. que sinon ils ont un vrai On problème. rappelle qu'il est sorti à la mi-temps, Jean-François, qu'il était fiévreux selon Guardiola, qu'il avait pris un coup, donc il fallait qu'il se repose. Sera-t-il là ce week-end? C'est la grande question. Suspense. 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 Moi, je retiens simplement qu'au-delà de ces 17 buts, c'est 11 points aussi qui sont rapportés à cette équipe. Mais et donc, voilà. Aujourd'hui, en chiffres, c'est pas la même équipe à l'extérieur ou à domicile. Ça reste une grande équipe, mais c'est pas les mêmes chiffres. Avec les chiffres actuels de City à l'extérieur, Oui. on n'est pas champion. Ok, moi c'est Ils prennent 100% à domicile. Vous me direz, c'est difficile de faire aussi bien l'extérieur, mais quand même. ce qu'on dit, il faut gagner à domicile, au moins prendre un Oui. point en déplacement. Mais en Première Ligue, c'est parfois pas suffisant. Il faut parfois plus de 90 Bien points sûr. pour aller gagner. Ça se joue le à la titre. virgule. Ouais. Parce que vous parlez d'Haaland, s'ils doivent s'en passer, on va retrouver un système oui, qu'on a bien évidemment. connu par le passé. Ils ont été Ceci champions dit, 2 années de voilà, suite sans ceci lui. dit, pour les avoir regardés aussi jouer en Ligue des Champions cette semaine, ça c'était le mauvais côté de City, c'est-à-dire quand l'équipe ronronne et qu'à un moment donné, ça manque de verticalité, ça manque de prise de décision et ça manque... Voilà. Donc on va voir aussi par rapport à Leicester, c'est le contexte de la Première Ligue, c'est évidemment un contexte différent. Je pense que la clé du match pour les Citizens, ce sera de pouvoir donner suffisamment de rythme en tout cas et de verticalité pour surprendre l'adversaire. Ouais. S'ils ronronnent, ils risquent de se faire chipper le ballon à un moment donné et de payer ce qu'on vient de voir maintenant, c'est-à-dire des reconversions qui seront intéressantes. Effectivement. Vous parlez de verticalité. Justement, Christian, dans les modèles de jeu qu'il propose et qu'il étudie, a remarqué quand même que cette équipe de Manchester City était très très efficace dans les face-à-face. Donc même Christian, face à des blocs bas, elle est capable de passer dans l'axe et de donner des passes verticales. Ça, je trouve que c'est un côté génial du système qui a été mis en place par Guardiola, c'est-à-dire que on parle souvent de cette alternative, qu'est-ce qu'on fait quand les choses ne fonctionnent pas. Alors la semaine passée ou il y a 2 semaines, on vous a expliqué les zones optimales de centre, où c'est vraiment un régal dans la construction, dans le fait de se déposer dans les 16 derniers mètres. Mais quand ça ne fonctionne pas, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut jouer rapide, le dominant rapide, en venant parfois de très loin, avec, comme on l'a vu la semaine passée, le dégagement du gardien pour Haaland qui s'est retrouvé en face-à-face, des ballons qui viennent du rond central dans la profondeur et des ballons surtout aussi dans cette dernière zone où on donne un ballon à un certain moment qui va donner une possibilité de faire un contrôle orienté et de se retrouver en laissant l'adversaire dans son dos. Et c'est une force exceptionnelle, c'est-à-dire qu'on peut aujourd'hui changer le rythme, changer le point d'inflexion, partir sur des reconversions rapides et trouver cet espace qui fait qu'à un certain moment le joueur se retrouve facilement en face à face. Et donc c'est une des options supplémentaires de facilité en plus de celle qu'est la zone optimale de centre où généralement au cordeau il n'y a qu'à la mettre au fond. Voilà, on le voit ici, dégagement du gardien, voilà, un contrôle orienté, un duel et ses buts
Rien de plus, il ne faut pas faire tout le temps 25 passes, il ne faut pas tout le temps construire dans les 16 derniers mètres, il faut de temps en temps surprendre de plus loin et ils le font très bien depuis le début de la saison. Ça explique l'excellence offensive de cette équipe de City, la zone optimale de centre et puis c'est face à face, c'est vraiment impressionnant. Mais quelle que soit la zone exploitée, il y a un mot que Christian a utilisé dans sa phrase qui était changer de rythme. Et je pense que c'est au-delà de tout ce qu'il nous montre, évidemment, et de la finalité des passes, d'où elles partent, etc. Mais à un moment donné, c'est changer le rythme. Et comme je disais, j'ai vu une équipe ronronner en Ligue des Champions. L'équipe qu'on ronronne, elle ne marque pas. Donc, il faut changer de rythme. Il faut montrer ça dans les écoles de foot, parce que quand on se concentre sur ce qu'on vient de voir, changer de rythme, c'est quoi? C'est technique, évidemment aussi. Le premier contrôle. Quand vous voyez chaque premier contrôle, c'est là, dans cette justesse-là, que vous prenez un temps d'avance sur votre adversaire. Et c'est dans l'intention de vouloir tout le temps aller vers le but adverse. Il faudrait revoir encore ça et encore, en boucle, pour regarder que les premiers contrôles. Ouais. On sait que le football, c'est des automatismes, donc c'est justement ce qu'il faut inculquer. Qui dit changement de rythme dit aussi, on parle toujours de la vitesse d'exécution, mais c'est intéressant de se poser une question sur cette notion de vitesse d'exécution et se dire que, évidemment, qu'on pense directement à l'aspect athlétique en disant la vitesse, on pense vitesse, donc on pense vite. Mais c'est avant tout une qualité mentale, c'est-à-dire de voir les choses plus vite que les autres. Et c'est la vitesse d'exécution et le secret, ce qui fait la différence entre le bon joueur, le très bon ou le joueur d'exception, c'est ça, c'est sa capacité à lire les situations de jeu beaucoup plus vite que les autres. Voilà donc pour la première rencontre du week-end. Est-ce que Leicester, en net regain de forme, est capable de poser des problèmes à Manchester City? Réponse samedi à 13h30. On passe à la deuxième affiche du week-end. On avait envie de s'intéresser à Newcastle qui reçoit Aston Villa. Il y a plusieurs rencontres intéressantes samedi, Brighton-Chelsea, avec évidemment le retour de Graham Potter à Brighton, Liverpool-Leeds, mais on a choisi de parler de Newcastle-Aston Villa parce que cette équipe de Newcastle, 4e avec 21 points, avance sans trop faire de bruit, mais avec des résultats et beaucoup de sérénité. On l'a vu notamment le week-end dernier, la victoire à Tottenham, 1-2, victoire importante, ça montre quand même les ambitions des Magpies. Il commence à faire du bruit. Parce qu'au début 2022, on s'est dit oui, il y a eu les transferts, il y a eu l'argent, et puis maintenant on est fin 2022, ils sont toujours dans ce top 5, top 6 sur l'année civile. Top 4 maintenant. Si on prend, je vous ai parlé de Leicester sur les 5 derniers matchs, donc sur les 15 derniers points mis en jeu, ils sont en tête de ce classement avec un 13 sur 15. Ça s'appelle faire du bruit. Hein. Oui, effectivement. C'est vrai que, grosso modo, un an après, le bilan est plus que positif. Top 4, possibilité d'entrevoir l'Europe, je pense, ça fait 11 ans qu'ils n'ont plus été qualifiés pour une compétition européenne. Donc là, cette équipe est dans une situation presque idéale. Et puis en plus, je trouve, sans donner l'impression, je sais qu'ils dépensent de l'argent, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Tout le monde, hein. Mais sans donner l'impression non plus de vivre comme les milliardaires qu'on aurait pu supposer. C'est-à-dire pas de transfert bling-bling, mais quand même des grosses sommes payées pour Guimarães, pour des joueurs qui... Parce que de toute façon, quand vous êtes un club anglais et que vous allez chercher un joueur dans un autre championnat, ça vous coûte de toute façon surtout cher. Quand on est considéré comme le club le plus riche du monde. Puisque voilà. Mais par rapport à ce statut de club le plus riche du monde, il n'y a pas ce bling-bling, ou en tout cas, pas pour l'instant. C'est pas encore le PSG. J'espère que ce ne sera pas. Et chapeau, vraiment, chapeau à cette manière d'avoir structuré les choses. Le choix de l'entraîneur pouvait être surprenant au départ, mais un an après, on se dit que c'était un super choix, en fait. Donc, et sans l'un ou l'autre joueur cadre aussi. Oui, attention. C'est vrai, Saint-Maximin est blessé depuis plusieurs semaines. Donc, c'est vraiment intéressant ce qui se passe là. Bon, si Newcastle en est là et dans le top 4, c'est notamment grâce à cette défense, puisque Newcastle est l'équipe qui a le moins encaissé cette saison. Christian, seulement 10 buts encaissés. On dit que pour construire un bâtiment, il faut d'abord faire les fondations. C'est ce qu'Eddie Howe est en train de faire du côté de Newcastle. Je pense que c'est pour ça qu'ils l'ont engagé, parce que quand il était à Bournemouth, il n'a jamais eu la possibilité d'exprimer un modèle offensif très performant, mais défensivement, il l'a toujours été. La seule problématique, et c'est très bien pour le moment, bon, c'est les bases, c'est-à-dire défensivement, c'est très très bien, 10 buts encaissés seulement depuis le début de la saison, aucun sur jeu direct, donc ça veut dire qu'il y a vraiment quelque chose qui est en place. Et la seule chose dans laquelle ils sont un peu déficients pour le moment, c'est les 3 buts encaissés sur corner contre des équipes du top.
Mais la question à se poser, c'est la prochaine étape. Maintenant, tout va très bien. Maintenant, il faut montrer quelque chose offensivement. Là, offensivement, depuis que je connais Eddie Howe, je comprends pas très bien où est-ce qu'il veut en arriver offensivement. Alors aujourd'hui, il a plus de matériel pour pouvoir travailler, mais je pense qu'il faudra passer cette étape pour pouvoir être vraiment dans ce top 2, et il faudra absolument montrer quelque chose offensivement, et aujourd'hui il ne l'a pas encore démontré, mais pour le moment tout se passe bien, évidemment. Je voudrais juste rajouter que sur les 10 buts qu'ils encaissent depuis le début de la saison, c'est 80% de ces buts-là, c'est en deuxième mi-temps. Donc c'est une petite information complémentaire et supplémentaire. Après, sur le fait qu'un entraîneur, évidemment, ait dans son ADN cette organisation, finalement, je me dis, et en réaction à ce que Christian dit, est-ce qu'il faut aller vers autre chose ? C'est la question. Est-ce qu'il faut aller vers autre chose quand on touche le top 4 avec une équipe comme Newcastle ? Oui, c'est intéressant. Je ne suis pas sûr à l'heure actuelle, même si je comprends l'évolution, mais ce sera pour plus tard et peut-être pour un autre entraîneur. Il y a un réveil offensif. Quand on prend Almiron, il marque 6 buts cette saison. C'est un réveil offensif parce que c'est pas le joueur sur lequel on compte pour ça. Peut-être juste un petit mot encore sur l'aspect défensif parce que c'est la meilleure défense. Mais avec Nick Pope qui est quand même descendu avec Burnley la saison dernière, on a Trippier. Voilà, ancien joueur, il est joueur de l'équipe nationale, d'accord, mais Botman qui vient de découvrir la Première Ligue, Cher, voilà, qui était plus ou moins titulaire avant, maintenant qui est indéboulonnable dans l'axe. Burn, côté gauche, on a toujours un petit peu quand même... on l'a pas toujours pris au sérieux, c'est un joueur qui fait presque 2 mètres, c'est du solide quand même. Oui, ils ont pris des gens qui défendent avant toute chose et de manière très très solide. Et puis attention, Pop, c'est peut-être un candidat à une place de titulaire aujourd'hui en équipe nationale. Et puis Bruno Guimaraes devant, qui fait les transitions, un Joe Ellington qui s'est réinventé. Et puis c'est vrai aussi, on parlait de l'aspect offensif, on va vous montrer quelques-uns des buts de Newcastle cette saison. Ils sont capables de marquer des buts 5 étoiles. Almiron, qui nous a fait une espèce de Van Basten lors de la victoire face à je sais plus, c'était Wolverhampton. Ça, c'est Saint-Maximin. Blessé, Isaac blessé pour le moment. C'est pas pour ça que Newcastle marque moins de buts. Regardez ici, c'était à Fulham. Incroyable. Almiron. But de Van Basten, c'est vrai que ça ressemble. Pour faire des gestes comme ça, il faut que le groupe, il faut que l'équipe soit bien, soit épanouie mentalement. Il faut oser et quelque part avoir un entraîneur qui vous encourage à oser. Oui. Et ça, c'est la Première Ligue. On peut discuter des heures. Est-ce qu'il y a faute sur le gardien ou pas ? C'est une zone grise. Donc voilà, on n'est pas surpris que finalement le VAR ne soit pas revenu sur la décision d'accorder le but de la part de l'arbitre. Encore une relance approximative. Vous gagnez un duel et vous allez tout de suite droit vers le but adverse. C'est un état d'esprit. Et regardez comme ça le réussit bien. On devra quand même faire le point un jour sur ces sorties de défense. Alors qu'on peut comprendre que tout le monde veut jouer comme ça aujourd'hui, mais ça coûte beaucoup de points à certaines petites équipes. Oui, bien sûr. Ceci dit, Almiron, on l'a vu, incroyable, ce joueur qui ne marquait quasiment pas avant. Alors est-ce que c'est Eddie Howe ou est-ce que c'est... le jus de tomate le matin, au réveil, c'est possible. C'est possible. Oui, on se souvient aussi que du côté de Manchester City, on l'avait un petit peu rayé la saison dernière. Et qu'on l'avait, notamment quand un des joueurs était sorti, on lui disait était sorti parce que tu as été aussi mauvais qu'Almiron. Et du coup, ça l'a un petit peu réveillé. Depuis il n'arrête pas de marquer. Mais il y a toujours, avec un coach, il y a toujours quelques joueurs qui suivent vraiment dans la foulée, qui se révèlent, et il fait partie de cette catégorie. Ouais, moi, ça me rappelle toujours que le contexte de travail et la façon dont... et que ça n'a rien d'exceptionnel pour un joueur de football. Je dis toujours, c'est exactement la même chose que nous retrouvons tous dans nos cadres de vie respectifs. C'est 2 choses essentielles, c'est une direction claire dans laquelle on doit aller et une adhésion donc des gens qui eux travaillent, et puis surtout un rapport au management qui est sincère et qui est honnête, et donc ici on voit des joueurs qui s'épanouissent avec un Eddie Howe qui beaucoup de cohésion, on l'a vu. Voilà, il y a beaucoup de cohésion. Et donc c'est intéressant ce mot cohésion, c'est intéressant ce mot comment je vais dire ça, allez, je cherche le mot, mais quand c'est la cohésion, mais c'est un objectif commun. Oui, c'est un objectif commun, mais les choses sont faites de façon ordonnée, quoi. Voilà, c'est organisé. Et derrière, il y a quand même les primes, hein. Oui, bien sûr, ça aide. Les surprimes et les surprimes, ça aide aussi. Et puis les stages du côté de l'Arabie Saoudite pour se remettre un petit peu sur pied, là, ce sera pour la Coupe du Monde, parce qu'évidemment, il n'y a pas énormément quand même de joueurs qui vont la jouer. Donc c'est un avantage. Seule fois cette saison, c'était au mois d'août. À Liverpool. Donc, chapeau, pour Christian, une conclusion peut-être sur cette équipe de Newcastle?
J'attire juste l'attention par rapport à ce que Jean-François disait en disant est-ce que cette manière défensive de mettre les choses en place, est-ce que c'est pas suffisant? N'oubliez pas, hein, Sheffield c'était défensif, ça n'a pas tenu dans le temps. Bournemouth c'était défensif, ça n'a pas tenu dans le temps. Tuchel est venu, il a remis de l'ordre défensivement, mais ça a été très vite une problématique et on sait ce qui est arrivé. Steven Gerrard est venu à Aston Villa, il avait mis en place les choses défensivement, mais la transition offensive ne se fait pas. Il faudrait pas que Eddie Howe suivent le même trajet, c'est-à-dire mettre les choses en place défensivement et après il n'y a pas de transition offensive. Mais c'est le temps et cette première ligue qui va nous la montrer. Et pour conclure, l'anecdote que je vous disais, c'est Jack Grealish qui, lors de la fête du titre la saison dernière, devant le public, avait voulu faire un petit peu d'humour en disant Riyad Mahrez est sorti au dernier match parce qu'il était aussi mauvais qu'Almiron. Et depuis, Almiron n'arrête plus de marquer. C'est parfois aussi comme ça qu'on motive, on peut titiller un joueur. Attention à ce qu'on dit parce qu'on se retrouve toujours dans un couloir. Mais oui, évidemment. Almiron, c'est pas le plus costaud, donc je suis pas sûr. C'est pas le plus agressif non plus. On est prêt à l'aider aujourd'hui, à mon avis, du côté de son équipe. Voilà pour cette équipe de Newcastle pour qui tout va bien. Aston Villa, par contre, ça n'allait plus du tout. Steven Gerrard s'est fait virer donc après 1 an. Bon, son palmarès ou son record n'était pas extraordinaire. 40 matchs, 13 victoires, 19 défaites, 8 partages. Même si c'est une star absolue de l'histoire de la Première Ligue, c'était pas suffisant. Non, ce qui coûte très cher, c'est qu'il n'y a aucune victoire à l'extérieur. Vous me direz, cette saison, Liverpool non plus. Il y a 7 équipes de Première Ligue qui n'ont pas de victoire à l'extérieur. Aston Villa n'est pas encore Liverpool, mais vous marquez 3 buts à l'extérieur. Comment vous voulez revendiquer quelque chose à un moment donné? Donc il va falloir vraiment changer ça. Ceci dit, quel réveil le week-end dernier avec l'assistant Aaron Dunk à la tête. 4-0, c'était 3-0 après 14 minutes de jeu face à Brentford. Ça, c'est vraiment histoire de dire ouf, Steven Gerrard est parti. C'est ça le choc psychologique? En tout cas, expliqué comme ça, oui. Non, mais c'est vrai. C'est-à-dire, en fait, moi je me dis, parce qu'on ne sait jamais comment quelqu'un se comporte. On a tous l'idée d'un grand joueur, qu'il était, je suppose en tout cas, admiré par ses collègues de travail au quotidien, etc. Puis on devient entraîneur, on essaie de poser sa personnalité comme entraîneur aussi, et visiblement avec Villa ça a coincé, et c'est pas passé comme il aurait souhaité que ça passe. Maintenant, ils sont à +3 par rapport à la zone de relégation, donc le danger est encore évidemment fortement présent. Ils ont tourné une page. Ça m'intéresserait d'en savoir un peu plus, mais on ne le saura pas. Mais voilà, de savoir un peu qu'est-ce qui a manqué justement à Steven Gerrard. On ne le saura pas parce qu'il y a une nouvelle page qui est déjà ouverte, c'est le retour d'Unai Emery en Première Ligue, Christian. Grosse surprise quand même. On en avait parlé il y a 1 an quand même du côté de Newcastle, juste avant l'arrivée d'Eddie Howe, mais là le voir revenir à Aston Villa, il quitte donc la Villarreal où il a quand même fait de belles choses et gagné notamment une Europa League. Retour en Première Ligue, donc c'est quoi, 3 ans après son départ d'Arsenal, Christian? Oui, 3 ans avec 51 matchs à la tête d'Arsenal en Première Ligue avec la moitié de victoires. Eh bien, moi, je pense honnêtement que c'est, pour une équipe de ce rang-là, c'est l'idéal parce que c'est le même, on va retrouver le même schéma que ce qu'on vient d'expliquer précédemment. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va mettre les choses en place défensivement. Je crois que la saison passée, il était dans le top 4 des meilleures défenses de Liga. La saison d'avant, quand il s'est qualifié, qu'il a gagné l'Europa League et qu'il s'est qualifié finalement pour la Ligue des Champions, bien, il était deuxième meilleure défense du championnat. C'est quelqu'un qui va mettre en place les choses défensivement. On va voir beaucoup de reconversions rapides, on va voir beaucoup de passages par l'axe, on va voir beaucoup de jeux rapides, mais je suis sûr qu'ils vont sortir de cette zone très facilement parce que l'assise défensive, ça, on peut dire qu'il connaît. C'est un spécialiste des matchs de Coupe d'Europe, des matchs aller-retour. Donc c'est quelqu'un qui sait comment faire pour défendre et pour contrer l'adversaire. Et je pense que Aston Villa ne va pas rester à la place où elle est pour le moment. Alors ça, c'est déjà un avis intéressant de quelqu'un qui a des modèles de jeu tout au long de l'année. Parce que moi, j'étais un petit peu surpris quand même de voir Unai Emery arriver dans un club en difficulté. Et on sait que c'est pas parce que le contrat est meilleur en Angleterre qu'en Espagne. Non, pas du tout. Il vient pour l'enjeu sportif. Oui, mais il vient peut-être pour gagner une coupe. Pourquoi pas? Aston Villa, c'est un grand club. C'est un grand club. Donc on verra. Oui, ok. Donc le modèle défensif, Unai Emery va venir pour essayer de mettre un petit peu d'ordre là-dedans, Christian, parce que jusqu'ici ça a été très compliqué. Alors on se souvient des épisodes de début de saison où Steven Gerrard enlève le brassard de capitaine à Tyrone Mings, qui était très respecté dans le vestiaire. Il ne le fait pas jouer, puis il le remet dans le jeu. Voilà, ça a été compliqué. On a senti qu'il n'y avait pas beaucoup d'équilibre à ce niveau-là.
Non, il y avait un déséquilibre. Et pourtant, si on regarde l'infographie, sur les 16 buts encaissés, il n'y en a que 10 de plein jeu. Donc, évidemment, ce sont ces 4 phases arrêtées sans pénalty qui sont problématiques parce que ça coûte énormément de points pour une équipe de ce rang-là. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que cette équipe encaisse très peu sur du jeu rapide. Ils ont encaissé que 2 buts sur reconversion rapide, aucun sur jeu dominant rapide. Et donc, ce bloc qui est en place et qui est bas encaisse beaucoup sur du jeu dominant placé. Et c'est pour cette raison-là que je pense que Emery va apporter quelque chose de supplémentaire et il va encore consolider cet aspect défensif et on va voir beaucoup plus de structure dans l'aspect défensif dans les prochaines semaines. Christian, on reste sur l'aspect défensif à Aston Villa. Vous avez remarqué que c'est une équipe qui a du mal à défendre sur les côtés et notamment qui a du mal à défendre sur des centres. Bien, ça confirme ce que je disais précédemment, le bloc équipe est trop bas, il y a 10 buts de plein jeu, il y en a 7 sur centre, et vous voyez, il y en a 6, 3 et 3 de chaque côté qui se déposent dans les derniers 16 mètres. Ça veut dire que l'équipe est beaucoup, beaucoup trop basse, et ça va être le point principal à résoudre pour Emery, et je pense que 10 mètres plus haut, 15 mètres plus haut de moyenne va résoudre en fait beaucoup de problèmes. Regardez où ils sont entre le point de pénalty à 7 à défendre entre le point de pénalty et le petit rectangle, et malgré tout le ballon voyage, on peut donner un centre facile et marquer au cordeau, voilà, ça recule tout le temps, ils sont déjà 5 dans le rectangle et il y a encore un but qui est encaissé en plus dans le petit rectangle au deuxième poteau, alors qu'on a tout le temps pour pouvoir voir venir le centre. C'est quelque chose qu'il va résoudre, j'en suis sûr et certain. Alors, si Unai Emery parvient justement à colmater ces brèches défensives, on a l'impression que sur le papier, vu les joueurs de cette équipe, c'est une équipe du top 10. Bon, Dendoncker est rentré dans l'équipe le week-end dernier, on va voir s'il sera titulaire, mais offensivement... faut pas passer... Il rentre dans une équipe et l'équipe s'impose 4-0. On parlait d'équilibre il y a un instant. Oui. C'est typiquement le joueur qui peut apporter de l'équilibre. Alors je sais aussi qu'il ne sait pas... c'est pas une star mondiale. Non, mais il a remplacé McGinn qui avait reçu le brassard de capitaine. Donc c'est quand même la preuve que dans le vestiaire, c'était pas non plus... Il y avait quelque chose, c'est-à-dire que par rapport à tout ce qu'on a raconté déjà sur ce match maintenant, et sur Aston Villa en particulier, on se rend bien compte qu'il y a quelque chose qui n'allait pas très très bien. Il y avait un malaise. Il y avait un malaise. Autre signe, je regarde, et c'est souvent quelque chose, alors c'est un chiffre aussi, avérage, -5. C'est-à-dire qu'en fait, on se retrouve après X matchs et on a une équipe... 11 buts marqués seulement. 11 buts marqués. Mais c'est ça, vous avez Watkins, 1 but depuis le début de la saison, 0 assist. Ings, 3 buts, mais 2 le week-end passé, et 1 assist. On a Bailey, 2 buts, 1 assist. On a Buendia, c'est 1 assist depuis le début de la saison. C'est-à-dire que tout le secteur offensif... Coutinho qui est quand même arrivé avec beaucoup de publicité, on ne le voit plus pour le moment. Donc, je ne sais pas ce qui s'est passé et on ne le saura sans doute jamais. Non. Mais il y a dû se passer quelque chose au niveau relationnel. Oui, bien sûr. Avec c'est l'impression qu'on a en tout cas. On ne peut pas en être sûr, mais visiblement... On en est sûr. Bon. Quand vous avez un adjoint un intérimaire qui prend des décisions comme celle-là, ce sera très très intéressant d'étudier le 11 de départ d'Unai Emery. Voilà, ce sera la première d'Unai Emery et puis... Non, il ne sera pas encore sur le banc. Il ne sera pas encore sur le banc, vous avez une info? Non, okay. Oui, en tout cas, d'après les médias anglais, il ne serait pas encore sur le banc. Permis de travail, peut-être. Il ne serait pas encore sur le banc ici pour le déplacement à Newcastle et il démarrerait après. Ok, mais c'est quand même lui qui va mettre l'équipe en place. Mais c'est lui qui sera, il sera sans doute dans les tribunes d'ailleurs en spectateur, mais apparemment pas sur le banc. D'accord, voilà pour cette apparemment, info. Ça m'arrive de me tromper de temps en temps. Réponse samedi à 16h, ce sera dans le Goals of the Day. Pour revenez jeudi prochain. Voilà, on verra, on en reparle jeudi prochain. Donc, cette rencontre, coup d'envoi, Newcastle, Aston Villa, 16h dans le Goals of the Day. Vous savez qu'on jongle un petit peu et on aura notamment les buts aussi de Brighton. Chelsea, on vous propose justement de voir le programme du week-end sur Divertissez-vous pour commencer, mais sur Vous Sport World pour les autres rendez-vous. Jean-François. Oui, alors Fulham, Everton. Everton a stabilisé un petit peu l'agitation du début de saison, ça va mieux. Et Fulham est une équipe intéressante. Et on a une heure assez inhabituelle pour le foot anglais qui est 20h40, Liverpool, Leeds. Oui. Du coup, le dimanche, Bruno, il n'y a plus que 2 affiches. Arsenal, mais ce ne sont pas les candidats au titre numéro 1. Top of the League. Parce que je ne vois pas bien comment Nottingham pourrait aller gagner à Arsenal. Et pour les Red Devils,
On attend de voir ce qui se passe avec Cristiano Ronaldo, hein, bien sûr. Il est de retour à l'entraînement. Oui. Il s'est réconcilié, dit-on. Voilà. En tout cas, ils ont eu une discussion constructive. Franche, une discussion franche. Paix et amour à Manchester United, tout va bien. Exactement. Allez, c'est là-dessus qu'on va terminer cette émission. Merci Bruno. Merci Jean-François, merci Christian également. On vous retrouve la semaine prochaine. Et n'oubliez pas non plus que vous pouvez nous retrouver sur les différents réseaux sociaux, médias sociaux. Passez un bon week-end de Première Ligue et à bientôt. Bye bye. The weekend begins at the King Power as the champions look to tame the Foxes. Graham Potter returns to Brighton, but can his Chelsea side take 3 points back to West London? Always a classic. Liverpool and Leeds go head-to-head at Anfield. On Sunday, opposite ends of the table collide as the Gunners face Forest. Games not to miss from another action-packed weekend of Premier League football.